Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti. Je pense qu'on est assez nombreux. Euh, donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très, très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter la version 6.1 de VTS Editor principalement. Beaucoup d'améliorations et beaucoup de belles choses à vous présenter aujourd'hui. On sera deux à vous accueillir. Donc pour ma part, je suis Julien, en charge du marketing et de la communication chez Cirrus Factory, et je suis accompagné de Yannick Odéoud. Yannick, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, tout à fait. Bah, je suis product owner de VTS Editor et VTS Player, et donc je m'occupe de récupérer les retours clients, définir la roadmap en interne et organiser, orchestrer la production de ces beaux produits dont nous allons pouvoir parler aujourd'hui. C'est ça. Et donc du coup, l'idée, c'est de vous présenter donc un petit peu toutes les nouveautés, les innovations phares que Yannick et son équipe ont pu développer ces derniers mois. Il y aura un temps en fin de session pour toutes vos questions. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, le moindre besoin, on est là pour y répondre. Et Yannick est la bonne personne pour pouvoir le faire à ce niveau-là. Quelques mots avant sur la philosophie de cette release, c'est important pour nous d'en parler. Comme vous savez, donc Cirrus Factory, on est très très proche de nos clients, on est très très proche de la valeur qu'on souhaite créer pour nos clients. Et notre credo, c'est Empower the Trainer, donc donner le pouvoir aux formateurs. Et la philosophie de cette release s'inscrit complètement dans cette philosophie-là, de donner le pouvoir aux formateurs. Donc tout ce qui a été fait sur cette version 6.1 n'était pas nécessairement orienté nouvelles fonctionnalités, mais plutôt beaucoup d'améliorations ergonomiques, de performance. Yannick va pouvoir vous détailler tout ça. L'idée, c'est que votre expérience utilisateur sur VTS Editor soit toujours la plus fluide, la plus performante possible et qui vous permet de gagner toujours un maximum de temps et en aisance de conception. Donc une fois qu'on a dit ça, je vais donner la main à Yannick qui va pouvoir vous présenter tout ça. Hop. Ok. Normalement, c'est tout bon, Yannick. Oui. Hop. Est-ce qu'on voit bien mon écran sur VTS Editor? Alors, oui, tout à fait. Parfait. Donc, il s'agit de la version 6 qui est sortie hier. Et donc, effectivement, comme l'a expliqué Julien, il y a beaucoup de nouveautés, mais pas au sens forcément enfin fonctionnalité, comme pourrait l'être un nouveau bloc, par exemple, un nouveau bloc interactif. On a eu le bloc drag and drop il y a environ un an, il y a très longtemps le bloc zone clickable, etc. On n'est pas sur ce genre de nouveautés, mais on est sur effectivement des nouveaux outils, des petites options qui étaient attendues depuis longtemps, des améliorations ergonomiques, des optimisations, etc. Donc plein de choses qui vont vraiment faciliter la vie en tant qu'utilisateur. Et donc là, l'idée, c'est de vous présenter non pas les 200 et quelques petites nouveautés de cette nouvelle version, parce que si vous allez lire les notes de version dans le menu ici, vous verrez qu'il y en a un peu plus de 200. Libre à vous d'aller les découvrir. Là, l'idée, c'est de vous en présenter entre 25 et 30. On va voir selon comment ça se passe pour pas que ce soit trop dense non plus, parce que ça va faire beaucoup d'infos. Mais voilà, il n'y en a pas une qui sort beaucoup plus du lot que toutes les autres. Et puis voilà, si vous avez besoin d'y revenir ou de voir la liste des nouveautés de manière un peu plus exhaustive, il y a toujours les notes de version accessibles ici dans le menu, ou depuis la pop-up, la fenêtre de mise à jour qui s'affiche quand vous lancerez l'ancienne version de VTS Editor. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc page d'accueil. Qu'est-ce qui se passe sur la page d'accueil? Quand on fait un nouveau projet, on a déjà une nouveauté qui est probablement la plus visible pour le coup, la plus significative. C'est-à-dire qu'on a un choix de modèle de projet, ce qu'on appelle des modèles de projet en tout cas, qui vous permet de ne pas partir depuis zéro comme avant. C'est-à-dire qu'avant on avait un nouveau projet relativement vide. Aujourd'hui, le nouveau projet est un poil moins vide puisqu'il y a quand même un bloc parlé au milieu avec un personnage qui parle. Mais ces autres modèles vous permettent par exemple de partir, si je prends le modèle présentation, je crée ce projet, je l'édite et j'ai par défaut un premier graphe qui me présente une manière de faire une présentation. Donc on va avoir un personnage qui est déjà présent dans les personnages du projet, qui est placé dans la scène, qui me présente une image dans des blocs zone cliquables et un enchaînement de blocs parlés et zone cliquables qui permet comme ça d'avoir un personnage qui présente. Donc si je lance la prévisualisation, on voit très rapidement un personnage qui parle, je zappe ses phrases et le personnage me présente des images.
Donc comme ça, ensuite, vous allez dans le graphe et vous pouvez savoir que vous pouvez dupliquer ce combo bloc zone cliquable plus parler, le dupliquer autant de fois que nécessaire pour présenter toutes vos images et informations. Donc ça, c'est un exemple de modèle de projet, c'est relativement simple. Disons que ça vous permet de partir, d'éviter de partir depuis zéro pour les personnes qui en ont le plus envie. Et puis sinon, vous avez toujours d'autres modèles, le projet vide, enfin le projet par défaut avec un petit personnage qui parle, et le projet totalement vide maintenant, qui est autre chose pour les plus aguerris, on va dire, qui veulent vraiment avoir un projet très propre, aucune compétence en trop, aucun média en trop, aucun personnage, etc. Bon, ça c'est à vous de faire votre choix. Petite parenthèse avant de quitter cette page d'accueil, il est maintenant possible quand vous exportez un projet depuis cette page d'accueil, ça en fait un fichier sur votre machine. Pour le réimporter, vous avez donc toujours le bouton importer, mais vous pouvez aussi, donc là qui m'a ouvert une fenêtre à part, mais vous pouvez aussi, depuis votre machine, directement double-cliquer sur un fichier, ça va lancer VTS Editor et l'importer. Donc voilà, les fichiers .vtp, en fait, l'extension VTP, si vous voyez les extensions sur votre machine, sont maintenant reconnus par VTS Editor comme étant des fichiers à ouvrir automatiquement. Bref, rentrons dans un projet. Je vais ouvrir celui-ci, qui est un peu plus visuel. On va passer sur les options générales du projet. Donc avant, si vous vous souvenez, on avait deux onglets, options normales, on va dire, options avancées. Là, on a de nombreuses nouvelles options, ce qui nous a un peu forcé à faire un nouveau menu d'options, avec tout un tas d'options, alors pas en vrac, j'allais dire en vrac, mais non, puisqu'on a des sections qui regroupent toutes ces options. Et on va regarder quelques-unes. On a un champ recherche pour s'y retrouver, si vous connaissez le nom de vos options. Si je cherche par exemple dans tous les paramètres, la barre de progression, c'est une nouvelle option que vous pouvez activer. Si elle est activée, vous pouvez choisir une couleur et cette barre de progression va automatiquement s'afficher en haut du scénario. Donc par exemple, je joue cette section du scénario. Elle s'affiche, donc là ça charge, elle s'affiche en haut de l'écran et on voit cette barre de progression qui avance. Je valide mes blocs messages et ça fait avancer la barre de progression en haut, tout ça de manière automatique, dans le sens où vous n'avez pas besoin de placer une zone cliquable, placer des variables ou un système un peu complexe. Le graphe, c'est juste ça, c'est des blocs progression, le bloc qui existait déjà, entrecoupé de blocs messages pour faire avancer petit à petit le scénario. Donc vous pouvez comme ça placer des progressions où vous voulez dans votre scénario, et ça fera évoluer la barre de progression en haut. Toujours dans les paramètres généraux, donc là j'ai réouvert les paramètres généraux du projet, je vais dans les options avancées et je vais aller cette fois par exemple dans l'audio. Donc il y a d'autres options, mais là on va parler juste de celle-là. Dans l'audio, vous avez maintenant la possibilité de gérer le volume indépendamment pour chaque type de son. Donc par exemple, toutes les voix, vous pouvez modifier le volume de toutes les voix de votre projet indépendamment du reste. Donc si par exemple vous avez fait enregistrer vos voix à l'extérieur par un studio d'enregistrement et que toutes les voix sont un peu trop fortes ou un peu trop faibles, vous pouvez tout gérer ici. Vous pouvez gérer le son de toutes vos vidéos. Si les notifications de score sont un peu trop élevées, vous pouvez les baisser ou ce genre de choses. Donc c'est assez pratique voilà, pour gérer des volumes généraux à tout le projet. Maintenant, spécifiquement pour un élément, dans votre gestionnaire des médias, si vous sélectionnez un son, vous avez la possibilité de gérer son volume spécifiquement pour ce son, mais pour toutes ses utilisations dans le projet. Donc il n'y a plus besoin d'aller dans chaque bloc son où le son est utilisé. Vous pouvez le modifier comme ceci. Pareil pour les vidéos, c'est-à-dire qu'une vidéo placée dans une zone cliquable, dans un média dans le décor, etc., peut voir son volume modifié ici dans le gestionnaire des médias pour tous les usages de cette vidéo dans le projet. Voilà, donc ça c'est une nouveauté assez pratique aussi. Et enfin, pour terminer sur les volumes sonores, j'ai dans la liste des personnages la possibilité d'ouvrir les détails du personnage qui nous permettent toujours de modifier comme avant sa langue et sa voix. Donc l'interface a changé, mais il n'y a pas de nouveauté dans cette partie en bas. Par contre, ce qui est nouveau, c'est la partie du haut. On retrouve du coup le volume de la voix du personnage. Si un personnage spécifique a une voix trop forte ou trop faible, ça peut s'ajuster ici. Et du coup, on quitte cette fois les volumes pour voir d'autres nouveautés. Ici, l'affichage du personnage, par défaut, il utilise la vignette qui représente le modèle 3D du personnage, présent ici. Mais si vous voulez changer cette vignette, qui sera affichée en particulier dans les sous-titres du personnage, vous pouvez choisir un autre média et vous pouvez changer sa couleur. Donc par exemple comme ceci. Donc c'est ça qui va représenter le personnage. Ça peut avoir un intérêt
si vous voulez différencier voilà, le visuel du visuel 3D du personnage. En particulier, si le personnage est au téléphone, par exemple, qu'il n'est pas vraiment présent dans la scène. Par exemple, ici, si je me mets, je fais un bloc parler, je fais parler ce personnage en mode voix off, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent dans la scène. Je lui fais dire n'importe quoi, une phrase de test. Je lance la prévisualisation sans générer les voix. Hop, on va voir son sous-titre avec l'image et la couleur que je viens de définir. Donc par exemple, voilà, s'il était au téléphone, vous auriez pu mettre une petite icône de téléphone, de radio, de ce que vous voulez. Enfin voilà, c'est une nouvelle, c'est le genre de petite nouveauté qui n'est pas évidemment du même niveau d'impact qu'un nouveau bloc ou ce genre de choses, mais quand on en a beaucoup, ça commence à faire plein de petits éléments sympathiques. Euh, pour ce qui est toujours, pour finir sur le casting, ou plutôt sur la page des personnages, le casting c'est le mot, comment on l'appelle chez nous en interne, ça s'appelait comme ça il y a quelques versions pour ceux qui connaissent VTS Editor depuis un certain temps maintenant, mais ça a été renommé page des personnages il y a quelques versions déjà. Quand on crée un nouveau personnage donc dans cette page, que je suis en train d'éditer une scène en arrière-plan et que je valide la page des personnages, le TS Editor me propose maintenant d'insérer directement le personnage dans la scène. Donc hop, ça ouvre la scène, ça insère le personnage dans le premier emplacement disponible, et je peux ensuite le déplacer ou l'enlever si j'en ai plus besoin. Mais c'est optionnel, hein. J'aurais pu refuser l'ajout dans la scène. Mais c'est ça, si je vous le montre, c'est que c'est un exemple de petites améliorations ergonomiques qui existent un peu partout dans le logiciel, qui simplifie des schémas assez courants, quoi, des actions classiques qui facilitent la vie et qui permettent aussi à ceux qui prennent en main l'outil de comprendre plus facilement comment ça peut fonctionner. Voilà, donc là on a terminé sur le passage sur les options générales et sur les personnages. Avant de parler du graphe, parce qu'on a pas mal de nouveautés aussi de nouveautés dans le graphe, je vais pouvoir parler des textes et des voix. Donc j'ouvre l'onglet texte et voix en haut. En vrac, quelques nouveautés. Les textes vides ne sont plus affichés. Ça vous évite d'avoir par défaut, quand vous créez un nouveau projet, une série de textes vides non définis où on ne sait pas à quoi ils correspondent. L'import de texte. Quand vous importez un fichier, par exemple ici j'ai importé un fichier que j'avais déjà exporté auparavant, que j'avais un peu modifié, vous aviez déjà auparavant, dans les versions précédentes, il me semble, cette page de récapitulatif qui vous dit nombre de textes importés dans les versions précédentes, il me semble, dans le fichier, et combien de textes du projet du fichier sont en trop. Ça donnait juste les infos. Maintenant, on a la possibilité de voir quels sont les textes concernés. Donc, on a deux choses. On a quels sont les textes en trop dans le fichier importé, c'est-à-dire si vous avez supprimé des textes dans votre projet, mais que vous réimportez des textes qui existaient avant, ils sont en trop. Donc, ça vous indique lesquels avec le numéro de ligne. Et de manière similaire, donc réciproquement, on a les textes qui sont manquants dans le fichier qui ont été ajoutés dans le projet après coup. Donc voilà, si ça vous permet de voir facilement, OK, il y a un texte qui a été ajouté ici, ici, ici. Ça, ce sont des textes qui sont nouveaux par rapport au fichier importé et qui n'ont donc pas été affectés par l'import. Voilà, donc beaucoup de détails pour vous permettre de détecter vraiment qu'est-ce qui ne va pas avec le fichier que vous venez d'importer et où est-ce que vous pouvez creuser pour corriger les problèmes. Ensuite, quelques petits... Yannick, je me Oui. permets de t'interrompre. On a une question très intéressante. À quoi correspond base indiquée sur les personnages? Ah, effectivement. Alors ça, c'est un outil, en l'occurrence, qui n'est pas... ça ne devrait pas être visible dans le sens où ça ne sera pas visible chez vous. C'est juste un indicateur du côté Satisfactory pour se rappeler facilement de quels sont les personnages disponibles par défaut dans l'outil. Voilà, donc c'est pour info pour nous, mais en vrai, ce ne sera pas visible chez des utilisateurs qui ne sont pas de Satisfactory. Deuxième question Voilà. de la même personne. Y a-t-il plus de voix disponibles? Il y a effectivement plus de voix disponibles. Si je vais dans un personnage, on a maintenant des voix de IBM. Donc par exemple ici, on en a une. On en a, je ne sais plus combien exactement. Je crois qu'on a une quarantaine de voix en plus. Faudra que je revoie exactement la liste. Là par exemple, on en a une ici, une ici. Voilà, on en a quelques-unes. Voilà. Super, merci beaucoup. Je crois que c'est 45 nouvelles voix, mais je ne sais plus exactement combien. C'est dans l'historique des modifications, des nouveautés. Ok, continuons
Donc, petit raccourci en vrac dans la page des... Mais n'hésite pas m'interrompre avec des questions, il n'y a pas de souci, ça me va très bien, comme ça on déroule au fil de l'eau s'il y en a d'autres. Super. Donc dans les textes et voix, je continue. Quelques outils pratiques. Vous savez qu'il y a la possibilité pour les textes qui sont prononcés par des personnages de reformuler la manière dont ils sont prononcés, donc de différencier le texte affiché du texte parlé. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est quelques outils par rapport à ce système-là. La possibilité de filtrer sur tous les textes qui ont une reformulation, la possibilité de supprimer toutes les reformulations d'un coup avec ce bouton ici, et aussi la possibilité de chercher uniquement parmi les prononciations ou les reformulations. Donc ça, voilà, ça vous permet donc de rechercher uniquement dans les prononciations. Par exemple, ici, j'ai exemple 1. Si je cherche exemple 1, ça ne l'aurait pas trouvé dans les textes écrits, mais ça le trouve dans les textes reformulés. Voilà. Le synchro labial aussi a été amélioré. On a changé de. Bon, c'est difficile à démontrer là comme ça, surtout avec la vidéo à distance, mais on a changé d'outil pour générer les mouvements des lèvres. Donc normalement, on devrait voir une amélioration de qualité à ce niveau-là. Et petite parenthèse sur d'optimisation, les voix que vous générez dans votre projet, les voix de synthèse, sont conservées si, par exemple, si je modifie ce texte. La voix est conservée tant que vous ne publiez pas l'ancienne voix, je veux dire, qui est devenue obsolète du coup, est conservée tant que vous ne publiez pas le projet. Ce qui a été ajouté, c'est qu'elle est aussi enlevée au moment d'exporter le projet depuis la page d'accueil. L'intérêt de la conserver, c'est que vous pouvez la retrouver pendant un certain temps si vous revenez en arrière sur vos textes ou que vous réimportez des textes qui correspondent aux mêmes voix. Mais ça a tendance à alourdir le projet si vous ne l'exportez jamais, si vous ne le publiez jamais, puisque vous modifiez des textes, vous générez des voix, mais en fait les anciennes voix s'accumulent. Donc voilà, ça, c'est pas une optimisation du côté de l'apprenant, mais c'est du côté de VTS Editor. Si vous exportez votre projet ici depuis la page d'accueil, ça va aussi le nettoyer de toutes les voix obsolètes. Voilà, ça peut être un détail, mais chez certaines personnes, ça devenait assez significatif. Voilà pour les textes et les voix. Je vais passer maintenant sur les graphes et on va terminer là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire encore sur les graphes et les blocs. Je profite de la transition pour te poser Vas-y. deux petites questions. Euh, alors, est-ce qu'on peut préécouter les voix avant de les générer? On ne peut toujours pas préécouter les voix avant de les générer. J'ai pas forcément beaucoup à rajouter, effectivement. Non, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. En fait, générer la voix aujourd'hui, enfin, préécouter la voix est équivalent à la générer, en fait. Hmm. Par contre, on peut toujours écouter la voix dans la liste des personnages au moment de sélectionner la voix. On peut réécouter la voix du personnage qui est sélectionné. D'ailleurs, le texte est un peu plus long maintenant, ce qui permet, le texte de prévisualisation des voix, de pré-écoute des voix est un peu plus long, ce qui permet d'avoir un peu plus un meilleur ressenti de ce que va vraiment donner la voix en fait. Voilà. Merci Yannick. Et donc, deuxième question, pourra-t-on à moyen terme associer le nom du fichier voix avec le texte associé? Il est parfois difficile de savoir quel fichier est associé quand on doit le resynchroniser, nom que j'affecte moi-même au fichier audio MP3 Wave. Mm. Alors, ce qui est possible, c'est que si vous êtes en mode voix studio, ce qui a priori est le cas, si on parle d'import de voix, vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez et l'importer un par un via le bouton d'import ici. Maintenant, si on parle d'un import de groupe, donc d'importer 50 fichiers d'un coup, aujourd'hui, ce n'est pas possible de les nommer autrement que par les noms indiqués dans l'export des textes. C'est bien noté par contre pour de faire évoluer le système. On est bien conscient que pour l'import de groupe, c'est pas le plus optimal, mais ça pose pas mal de questionnements de fonctionnement et ouais, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais par contre, voilà, si vous importez les fichiers un par un, ça peut être nommé comme on veut. Ça, il n'y a pas de souci. Super. En l'occurrence, donc Stéphane qui posait la question faisait bien référence aux voix Mhm. studio. Oui. Donc merci Stéphane pour la question et j'en profite pour te saluer aussi. Concernant, juste pour rebondir sur
Le fait de pouvoir écouter les voix avant de les générer, c'est un sujet dont on parle assez régulièrement et potentiellement on pourra en rediscuter en interne dans les semaines à venir. Mais on a bien noté en tout cas que c'est un Mhm. besoin de votre côté Oui, et ça peut avoir du sens effectivement de se focaliser là-dessus. On va en discuter très prochainement. parfait. Eh bien, passons au graphe, du coup. Quelle nouveauté par rapport au graphe? Raccourci sur les entrées, sur les blocs début, c'est-à-dire que si je suis dans un bloc, donc vous savez, si là j'ai une petite structure de blocs groupes vides, G1, G2, G3, G4, G5, qui se relient les uns aux autres. Celui-ci a 3 sorties et celui-ci a une entrée reliée par les 3 autres. Donc je vais me servir de ça pour vous démontrer un nouveau fonctionnement. Quand on est dans un bloc groupe ou dans une scène, vous savez, ça n'a pas changé. Sur le bloc fin, vous avez la possibilité de naviguer vers les groupes suivants en cliquant sur ces liens-là. Maintenant, il y a aussi la possibilité de naviguer vers le bloc précédent en cliquant sur la flèche du bloc début. Donc ça paraît rien, mais en fait, c'est un fonctionnement qui est assez subtil parce que quand il n'y a qu'un seul bloc précédent, ça marche très bien. Quand il y en a plusieurs, ici, on est dans le groupe 5 par exemple, il y a en fait 3 blocs précédents et donc on a la liste des blocs possibles qui s'affiche, ce qui n'est pas possible dans l'autre sens puisque dans une sortie, il y a forcément un seul bloc relié et pas plusieurs. De manière un peu équivalente, dans le fil d'Ariane en haut, donc dans l'emplacement dans le projet, on a aussi la liste des blocs au même niveau que le bloc en cours. Donc par exemple, si je suis dans G5, on retrouve G1, G2, G3, G4, G5 est grisé parce que je suis déjà dedans. Si j'avais plusieurs scènes, on verrait toutes les scènes. Si j'avais plusieurs scénarios, idem. Voilà, donc ça permet de naviguer un peu plus facilement dans le graphe de cette manière. Un raccourci toujours sur la navigation. Vous avez la possibilité maintenant de marquer un bloc pour y revenir plus facilement. Donc par exemple ici, si je fais le raccourci, alors ça se voit pas parce que je le fais sur mon clavier, mais je fais Alt 3, j'ai marqué mon bloc G3, et si je fais CTRL 3 n'importe où plus tard, ça revient sur mon bloc G3. C'est-à-dire que si je suis autre part dans un bloc parlé en train d'éditer les paramètres du projet, je fais CTRL 3, hop, ça me ramène sur ce bloc. Donc là, j'ai marqué ce bloc, mais j'aurais pu marquer n'importe lequel. Je peux marquer ce bloc message avec Alt 1, voilà, et puis n'importe où, je suis là, je fais CTRL 1, et ça me ramène à ce bloc message. Voilà, donc si vous avez comme ça quelques endroits de votre projet où vous avez tendance à naviguer régulièrement pour en partir et y revenir voilà, régulièrement, c'est quelques raccourcis, enfin créer vos propres raccourcis comme ça peut être assez pratique. Quand je dis Alt 1, Alt 2, je parle des noms, des chiffres au-dessus des lettres sur le clavier. Donc comme ça, vous pouvez faire jusqu'à 10 raccourcis. Voilà, les 2-3 premiers sont généralement les plus fréquemment utilisés, seront en tout cas les plus fréquemment utilisés, j'imagine. Euh, petit changement ergonomique aussi dans le graphe. Alors, si vous utilisez VTS Editor depuis longtemps, vous êtes habitué, mais le clic droit donc, permet de faire une sélection rectangulaire et le clic gauche permet de déplacer le graphe. C'est un fonctionnement qui correspond à d'autres logiciels, mais on a aussi d'autres logiciels où c'est l'inverse. On ne parle pas toujours de la manipulation d'un graphe, mais on parle voilà, du déplacement dans une vue. Si vous souhaitez donc inverser ce fonctionnement, vous avez une nouvelle option donc dans le menu principal configuration de VTS Editor, vous avez une nouvelle option qui permet d'inverser les deux clics pour avoir le clic gauche qui fait la sélection rectangulaire et le clic droit qui déplace. Ça paraît assez mineur, mais pour certaines personnes qui utilisent en même temps d'autres logiciels où c'est inversé, ça peut être assez pratique. Maintenant, toujours dans les petits raccourcis, le bloc relié, attention, ça va être incroyable, je fais CTRL B, ça retourne les blocs reliés. Grande évolution. Alors, grande évolution, en vrai, oui, hein, c'est pas si mineur que ça, parce que ça permet de faciliter la lecture du graphe. Pour l'instant, c'est juste un raccourci clavier, donc CTRL B. C'était pour éviter d'ajouter un bouton qui alourdit un peu la lisibilité de manière générale. Et ça vous permet comme ça, dès que vous avez un lien qui revient en arrière, plutôt que de faire ces petits ponts dont on a l'habitude, voilà, on peut avoir quelque chose un peu plus facilement lisible. Quelques raccourcis encore toujours. On a le raccourci Shift, enfin Maj avec certaines lettres qui permettent de créer des blocs assez courants. Maj S pour créer un bloc parlé, Maj W pour créer un bloc attendre, Maj X pour un bloc message et Maj C, Maj V pour conditions et variables, pour ceux qui utilisent beaucoup les variables.
peut être assez pratique. Pour l'instant, il n'y a que ces blocs-là. Il y a aussi le maj E pour un bloc relié. Il y avait le contrôle E avant, qui a été changé en maj E. Voilà, donc ça, ce sont les blocs qui sont assez courants et qu'on peut créer très facilement, comme ça, avec un raccourci clavier. Donc, bloc parlé, voilà, je peux en créer plein d'un coup. Voilà pour les raccourcis clavier dans les graphes. Et quelques petites nouveautés. Pour la création d'un lien, par exemple, si je drop un lien vers un bouton plus, ça crée une entrée. Pareil dans l'autre sens, si je tire un lien vers un bouton plus en sortie, ça crée le lien directement. Donc ça vous évite de créer la sortie avant de relier le lien. Petite amélioration graphique, enfin pas que graphique, mais qui vous permet de marquer vos liens, vos points de passage dans le graphe. Vous pouvez maintenant changer la couleur des liens. Donc par exemple ici, j'ai un mini-jeu que j'ai développé avec un graphe, avec des zones cliquables, des variables, etc. J'ai une sortie en cas de bonne réponse, une sortie en cas de mauvaise réponse. Je peux décider de changer cette couleur en vert et de changer ces liens-là en rouge, et j'ai ainsi marqué les passages sur les liens de mon graphe. Toutes les couleurs classiques du bloc groupe et du bloc note sont disponibles. Donc vous pouvez comme ça définir votre propre nomenclature si vous voulez colorer certains liens, des points obligatoires, des points dangereux, des points où il ne faut pas que l'apprenant passe. Enfin voilà, c'est libre à vous de définir votre manière de travailler avec cet outil. En tout cas, j'ai remarqué que certaines personnes, en tout cas chez nous, ont déjà commencé à s'en servir pour marquer le chemin idéal. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, le premier lien qui est en vert, et puis ensuite vous avez tous les choix parfaits de l'apprenant, le chemin, si l'apprenant fait tous les meilleurs choix, qui va être marqué en vert. Donc ça permet comme ça de suivre le chemin idéal et de voir toutes les alternatives finalement, si l'apprenant fait des choix différents. Voilà, c'est une manière de s'en servir, de le marquer d'une couleur, de marquer ce chemin-là d'une couleur spécifique. Et dernière petite parenthèse, si vous sélectionnez un bloc, donc ça existait déjà, vous pouvez appuyer sur la touche N pour écrire une note accrochée à un bloc. Donc ça existait déjà. Par contre, une petite nouveauté, c'est que maintenant, cette note peut être beaucoup plus longue qu'avant. Donc ça vous permet d'écrire un peu plus de choses. Elle était assez limitée auparavant. Donc pour ceux qui ne l'utilisaient plus à cause de ça, vous pouvez vous y remettre. Voilà pour le graphe de manière générale. Maintenant, plus spécifiquement sur certains blocs, si je crée un bloc parlé, on va pouvoir voir deux petites améliorations. Déjà, il y a un nouveau raccourci CTRL-N qui permet de créer de nouvelles phrases rapidement. Donc ça, c'est un raccourci qui n'est pas que spécifique au bloc parlé, il est spécifique, enfin, il est fonctionnel aussi dans d'autres blocs comme les variables, les choix de phrases, enfin la plupart des blocs qui ont une liste comme ça d'éléments. Si vous faites CTRL-N, ça crée un nouvel élément et vous pouvez écrire. Donc là, par exemple, je suis uniquement au clavier, sans utiliser la souris pour créer d'autres phrases. Et vous avez aussi une nouvelle option qui permet de définir des délais entre les phrases. Donc par exemple, si vous voulez faire une pause entre la phrase A et la phrase B ici, sans forcément découper votre bloc en deux et placer un bloc attendre entre les deux, donc là c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, c'est de dire qu'à la fin de la phrase A, il doit s'écouler 1 seconde. Donc ça c'est fonctionnel dans ce sens-là. Vous pouvez aussi dire que à la fin de la phrase A, il s'écoulera moins 1 seconde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait la phrase B va couper la phrase A 1 seconde avant la fin de la phrase A. Ça permet de faire que des personnages se coupent la parole, par exemple. Donc si j'ai un premier personnage ici qui raconte sa vie, le personnage suivant peut lui couper la parole 1 seconde avant qu'il ait fini, et le personnage d'avant va s'interrompre en plein milieu d'un mot potentiellement. Voilà. Et vous pouvez comme ça jouer sur ce délai. Petite question pour toi, Yannick. Est-ce qu'il Oui. y a eu des améliorations ou un remplacement du bloc téléport, très pratique pour réaliser des tables des matières, par exemple? Il n'y a pas eu de modification sur le bloc téléport à ma connaissance. Je n'ai peut-être pas tous les points en tête, donc ça peut se vérifier, mais je ne crois pas qu'il y en ait eu, non. En tout cas, effectivement, il y a un sujet qui est noté depuis un certain temps, qui est de pouvoir marquer un élément pour pouvoir l'enlever
plus tard, l'enlever manuellement, de dire par exemple si j'ai 5 éléments dans mon bloc téléport, je veux plus loin dans mon graphe enlever un élément ou 2 éléments spécifiquement, donc sans redéfinir tous mes points de passage. C'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est bien noté en tout cas dans des évolutions possibles de ce bloc-là. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, pas de nouveauté à ma connaissance. Merci Yannick. Autre question. En Ouais. texte, les voix se coupent, mais apparaissent-elles en texte ensemble? Elles n'apparaissent pas en même temps, non. Le sous-titre, si les voix se coupent avec le délai, pour l'instant en tout cas, le fonctionnement actuel, c'est que la phrase qui coupe la parole va remplacer la phrase précédente. C'est-à-dire que le sous-titre va prendre la main pour pas avoir plusieurs sous-titres qui se cumulent en même temps, en fait. Ça pourrait être une autre manière d'afficher la chose, donc c'est à réfléchir. Pour l'instant, c'est le fonctionnement actuel en tout cas, mais ça pourrait évoluer, éventuellement être une option. Le délai peut-il être moins d'une seconde? Ça peut être moins d'une seconde si on fait 0.2, comme dans un bloc attendre ou dans des variables. Ça peut être un tout petit délai. Effectivement, c'est vrai qu'une seconde, c'est assez long. C'était l'exemple que j'avais donné, mais c'est assez long. Ça peut être, voilà, ça peut être 0 point quelque chose. Voilà, Parfait. très bien. Je vais terminer avec les quelques mots sur les zones cliquables, le bloc drag and drop et un petit peu sur les variables rapidement, sans rentrer trop dans les détails parce que sinon ça va devenir assez technique. Zone cliquable, quelques évolutions, outils pratiques divers et raccourcis. Tout d'abord, si je crée une zone, je crée une zone de test ici, je crée une deuxième zone test 2 et je modifie le style visuel de cette zone. Je peux facilement maintenant dupliquer un style et le coller sur d'autres zones sans dupliquer complètement la zone ou sans remplacer complètement le contenu d'une autre zone. Donc ici, par exemple, je lui définis une taille de police de 16, je lui définis une couleur ici, je copie cette zone avec CTRL-C et je la colle sur celle-ci avec CTRL-ALT-C, V, pardon, CTRL-ALT-V pour coller et ça me colle uniquement le style de la zone. Donc ça colle la couleur, ça colle la taille de police, l'alignement, l'espacement sur les côtés, voilà, tout ce qui concerne vraiment le visuel, sans le média qui est quand même à part. Donc le média, c'est plus un contenu, c'est un peu, on le considère en tout cas comme un contenu, comme le texte ou le placement de la zone, c'est vraiment la définition de base de la zone. Et en tout cas, le style visuel peut être collé comme ça. C'est assez pratique quand vous avez une dizaine de zones qui doivent avoir le même style, vous avez envie de changer, vous pouvez le copier et le coller 10 fois d'affilée très facilement. On a aussi maintenant un bouton loop ici pour retrouver toutes les références d'une zone dans la scène. Donc ici, les deux zones que je venais de créer sont les seules, donc c'est pas très intéressant. Mais si je rentre dans ce graphe, que je copie ce bloc zone cliquable qui contient une dizaine de zones et que je le colle 3 autres fois dans mon graphe, il y a 4 références vers chaque zone, puisqu'il y a 4 fois le même bloc. Du coup, si j'ouvre ce bloc, je clique sur le petit bouton loop et je peux voir les 4 références à cette zone précisément dans ma scène. Donc ça peut être assez pratique. Quand vous avez une zone qui se répète plusieurs fois, vous pouvez naviguer facilement entre tous les endroits où cette zone est utilisée. On a aussi, donc autre évolution, on a un système de calque dans les options générales du bloc. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, par défaut, toutes les zones sont placées dans le calque de niveau 0. Si vous définissez un autre niveau, par exemple ici calque de niveau 3, ça signifie que toutes les zones dans ce bloc zone cliquable seront affichées au-dessus des calques d'en dessous. Calque numéro 2, par exemple, sera affiché en dessous du calque numéro 3. Vous pouvez aussi partir dans les négatifs. Calque -1 sera affiché en dessous du calque par défaut où se trouvent toutes les zones. Donc ça peut être assez pratique parce que ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand vous créez une nouvelle zone, elle est forcément affichée au-dessus de toutes les autres. C'est pas toujours ce qu'on veut faire et ça obligeait à redéfinir ce qui est affiché par-dessus une zone parce que la nouvelle zone devant s'afficher derrière, elle s'affiche par-dessus tout le reste. Du coup, il faut redéfinir tout ce qui est au-dessus. Donc voilà, là vous pouvez tout simplement dire, en fait, elle s'affiche en dessous et c'est tout. Ou définir un calque supérieur pour que, quelles que soient les nouvelles zones que vous créez, une zone reste toujours au-dessus, par exemple une zone de menu en bas ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être assez pratique. Sinon, quelques optimisations. On a optimisé la manière dont les zones cliquables sont gérées de manière à ce que
les temps de chargement soient un peu plus facilités sur les projets qui utilisent beaucoup de zones cliquables. Quand je dis beaucoup, c'est quelques milliers. On a effectivement des projets qui utilisent vraiment des milliers de zones cliquables. Ça peut arriver et ça avait tendance à alourdir les temps de chargement. C'est maintenant grandement optimisé normalement. Donc, si vous aviez des projets concernés par ce genre de ralentissement, vous devriez voir une amélioration. Normalement, en tout cas significative, pas tant divisé par 10, mais significative quand même. Et bon, pour faire un petit raccourci clavier avant de quitter ce bloc, quand on déplace une zone avec des flèches du clavier, il y a maintenant possibilité de rester appuyé sur une flèche pour déplacer rapidement, déplacer lentement juste avec la flèche, et sinon maj plus flèche pour déplacer rapidement. Voilà. Je Petite question avant de termine. passer à la Vas-y. suite. Est-ce que Oui. tu peux rappeler le contrôle pour coller le style? Pour coller le style, c'est je sélectionne ma zone, je la copie, comme si je voulais la dupliquer normalement, et je sélectionne la zone dans laquelle je veux coller le style, et je fais CTRL-ALT-V. Voilà. Donc, alors tous ces raccourcis sont listés hein, dans l'historique des versions. Si vous les oubliez ou vous avez besoin de les retrouver, il y en a d'autres d'ailleurs. Il y a d'autres raccourcis qui font d'autres effets. Par exemple, coller juste la position de la zone ou ce genre de choses. Donc, vous pouvez les retrouver toujours dans le menu notes de version et ça va vous ouvrir la page web de toutes les nouveautés, tous les nouveaux raccourcis, etc. de cette version et des versions précédentes aussi. Voilà. Comme ça, vous pouvez les retrouver. Et d'ailleurs, ce raccourci devrait être ajouté aussi dans la documentation qui liste tous les raccourcis. Je ne crois pas que ça y soit déjà, mais ça va y être très rapidement dans les prochains jours, parce qu'on est en train de travailler dessus. Sur la doc, je veux dire. C'est bon, il n'y avait pas d'autres questions Si pour l'instant? les Vas-y. zones cliquables sont toujours uniquement des parallélogrammes, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes, pas possible de paramétrer des zones rondes ou autres. Pas pour l'instant, effectivement. Ça fait partie des choses qu'on a envie de faire, de pouvoir sélectionner rond, triangle, enfin quelques formes de base assez classiques, octogone, etc. Pour l'instant, ça reste des rectangles. Pour faire une zone ronde, il faut importer une image ronde. Ça, en tout cas, ça fonctionne encore comme ça pour l'instant. Mais soyez sûr que c'est bien noté dans les évolutions que l'on souhaite apporter à ce bloc-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent. Top. Voilà. Bon, dernier petites infos avant de terminer, parce que sinon ça va être très 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 chargé, très dense. Dans le bloc drag and drop, on a une nouvelle option qui permet d'afficher ou non les réponses à la fin. C'est-à-dire qu'avant, c'était toujours désactivé. On ne pouvait pas afficher à l'apprenant quelles étaient les bonnes et les mauvaises réponses, ou tout du moins, ou plutôt quels étaient les éléments bien placés et les éléments mal placés, donc en rouge et en vert. Maintenant, si cette option est activée, et elle est activée par défaut, ça affiche les réponses en fin de bloc, une fois que le bloc a été validé par l'apprenant. Oui, Il y a une question, tu as entendu ma respiration. c'est ça, je Il y t'ai a, entendu inspirer. c'est ça. Il y a une question complémentaire à celle d'avant, qui est où des zones dans un environnement 3D. Donc, j'imagine que ça Pour en l'instant, complément. Ouais, je t'en prie. oui, ça fait partie aussi des choses qu'on veut faire évoluer. Pour l'instant, pour rendre ça plus pratique en tout cas, parce que pour l'instant c'est possible. Alors c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, je suis d'accord, mais quand on crée un décor personnalisé, là par exemple, je peux placer des emplacements de médias dans le décor, je peux les faire pivoter, et ces emplacements de médias, je peux les rendre cliquables avec le bloc click média. Et du coup, ça permet d'afficher une image dans l'environnement 3D, éventuellement un décor 360 degrés aussi, hein, ou un décor VR, le rendre cliquable et de déclencher une action quand le clic a été, ici la sortie du bas, quand le clic a été fait. Effectivement, c'est pas, ça permet pas de profiter de toutes les options du bloc zone cliquable. Typiquement, les options du genre cacher les zones précédentes, rendre les zones précédentes non cliquables, etc. Donc ça multiplie un peu le nombre de blocs nécessaires, mais c'est fonctionnel, en tout cas. Voilà. S'il y a besoin de faire 2-3 zones, ça marche très bien. Autre question, lors de l'affichage des zones cliquables, les changements de médias ne semblent pas pris en compte. Est-ce le cas? Les changements de médias. Normalement, ils sont censés être pris en compte, mais peut-être que la question peut être précisée.
Oui, n'hésitez pas, Guillaume, si vous pouvez étayer. On reviendra vers votre question en tout cas. Autre question, vous avez présenté dès le début la possibilité de choisir un type de modèle. Est-ce possible de Mhm. les associer et de se créer ses propres modèles? Alors pour l'instant non. Ça fait partie des choses effectivement qu'on aurait aimé faire dans ce système-là. Pour l'instant non. Maintenant, ce que vous pouvez faire facilement, enfin ça, en tout cas, quand je dis pour l'instant, ça veut dire que c'est une idée qui est bien notée et qui fait partie des évolutions qu'on souhaite faire de ce système-là. Maintenant, ce que vous pouvez faire facilement, c'est d'avoir vos projets ici. Enfin, c'est probablement ce que vous faites déjà. Éventuellement, les stocker dans un dossier qui s'appelle modèle. Et vous avez comme ça vos modèles 1, modèle 2, modèle 3. Et vous pouvez les dupliquer au moment où vous avez besoin de faire un projet partant de votre modèle 1. Vous pouvez le dupliquer, vous le déplacez dans vos projets et puis vous l'éditez à partir de là. Voilà, ça, c'est une manière de faire. C'est comme ça que certaines personnes s'organisaient déjà pour créer justement leur propre modèle sur lesquels repartir. Et à terme, effectivement, on souhaite faire évoluer ça pour qu'il y ait des modèles personnalisés ici plus facilement. Autre question, peut-on mettre notre marque blanche dans le menu à la place de créer avec VTS Editor? Alors, l'affichage créé avec VTS Editor ne sera plus affiché. Donc, cet affichage n'existe plus. Ce petit label créé avec VTS Editor n'existe plus. Ça, c'est effectivement une nouveauté, je crois, de cette version-là. Ça fait un moment que ça a été développé, mais je crois que c'est que dans cette version que ça sort, parce que c'est en développement depuis plusieurs mois. Par contre, dans les paramètres, il me semble que l'auteur est affiché, et la version aussi probablement, sont affichés dans cette même vue. Donc dans l'auteur, vous pouvez écrire des choses. Alors effectivement, le champ auteur n'est pas forcément prévu pour écrire un roman, mais je ne crois pas qu'il ait de limite trop longue, donc s'il y a besoin, ça peut être écrit ici, ou sinon dans la version. Super, bon bah parfait, effectivement c'était En, une attente d'une partie ouais, de c'est nos ça. clients, donc c'est top. Tu allais dire En autre tout chose? cas, pour répondre précisément à la question qui est est-ce qu'on peut rentrer un texte custom, enfin personnalisé à cet endroit-là, il n'y a pas de champ spécifiquement prévu pour, et je parlais du champ auteur pour contourner le problème, quoi. Voilà, pardon. Je Ça te laisse marche. continuer. Non, non, je t'en prie, merci pour ce complément. Sur le drag and drop, la zone de texte s'adapte-t-elle à la longueur du texte pour éviter des polices qui deviennent illisibles? Alors la zone affichée, l'élément affiché, il me semble, dépend du nombre d'éléments surtout. C'est-à-dire que là, je crée 4 éléments, je me mets en mode texte uniquement. La taille des éléments ici dépend du nombre d'éléments. C'est-à-dire que le texte va se réduire si le texte est trop long, mais on ne souhaite pas avoir des éléments, en tout cas tels que le bloc fonctionne aujourd'hui, hein, ça pourrait évoluer, mais actuellement, on n'a pas d'éléments de taille différente. Parce que ça, si on a des éléments de taille différente, ça pose plein de problèmes sur s'il est de taille différente, il a une zone d'arrivée différente et ça donne des solutions. Donc voilà, le fonctionnement actuel, c'est les zones ne sont pas relatives à leurs textes qui sont contenus à l'intérieur, elles sont relatives uniquement, enfin la taille des zones est relative uniquement au nombre de zones, enfin au nombre d'éléments dans le bloc. Voilà. Toujours sur le drag and drop, pouvons-nous programmer le nombre d'essais de l'apprenant avant de lui afficher les bonnes réponses? Ce n'est pas programmable directement dans le bloc, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'option ici qui dit X tentatives avant d'afficher les réponses. Maintenant, c'est quelque chose qui peut se faire à l'extérieur du bloc. Alors ça veut dire que l'apprenant va devoir replacer les éléments si on duplique le bloc plusieurs fois. Donc c'est moins précisément ce que la personne qui posait la question veut faire, je pense. Hmm. Mais ça permet de le faire en disant je laisse une première chance, puis si c'est pas bon, une deuxième chance, puis si c'est pas bon, une troisième. Et puis lui, par contre, il va être paramétré en affichant les réponses, en disant en fait, vous n'y arrivez pas, voilà la réponse. Ça peut être éventuellement le même bloc avec un compteur qui boucle plusieurs fois et un dernier bloc qui affiche la réponse à la fin. Enfin, voilà, il y a plusieurs manières d'imaginer ça. Mais en tout cas, c'est pas prévu directement dans le bloc pour l'instant. Par contre, effectivement, je crois pas que, enfin, ça ne me dit rien. Je crois pas que ce soit noté
dans le backlog, disons la liste de toutes les évolutions possibles. Donc je vais le noter de ce pas, histoire de ne pas oublier. Super. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler le raccourci pour les blocs reliés, s'il te plaît? Alors c'était CTRL E avant, pour ceux qui l'utilisaient déjà. Et alors, si c'est pour retourner les blocs reliés, c'est CTRL B. Si c'est pour créer un bloc relié, c'est Maj E. Voilà. Et avant, créer un bloc relié, c'était CTRL E. Ça a changé en Maj pour s'homogénéiser avec tous les nouveaux raccourcis, Maj S, Maj W, etc. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Yannick, que tu souhaitais montrer? Dernière petite parenthèse, si vous avez, alors il y a beaucoup de nouveautés sur les variables que je pourrais vous laisser découvrir dans l'historique des versions, mais petite parenthèse quand même, si vous en utilisez beaucoup, ça peut être pratique. Par exemple, ici, je crée un bloc variable, je crée une variable A, une variable B, je leur donne une valeur, peu importe. Ces variables ne sont pas utilisées dans mon projet, je relis mon bloc, histoire que ça ne fasse pas d'erreur, et si je cherche les erreurs relatives à mon projet, ça va maintenant me mettre en évidence les variables qui ne sont pas utilisées. Donc ici, par exemple, la variable A est assignée, mais sa valeur n'est jamais utilisée ailleurs dans le projet. C'est la marque d'une variable qui n'est pas utile et donc qui a probablement une erreur. Soit c'est juste un oubli qui n'a aucun impact, soit c'est une erreur parce que vous auriez utilisé une autre variable à l'endroit où vous souhaitiez utiliser celle-là. Par exemple, j'ai utilisé 2 fois la variable B au lieu de la variable A. Voilà, donc ça, c'est le genre d'avertissement qui peut vraiment aider à éviter des erreurs. Donc c'est un exemple d'évolution sur les variables. Je donne celui-ci en exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des nouvelles variables, des nouvelles fonctions que vous pourrez découvrir dans la liste des nouveautés. Voilà, c'était le dernier point que j'avais listé. Maintenant, selon les questions, on peut continuer un petit peu. Tout à fait. Question qui a trait à l'immersion. À quand un bloc permettant enfin de gérer des changements de position des personnages dans une même scène? Hanche, genou, épaule, coude, poignet, cou, tête, etc. Dans la même idée que le bloc émotion. Je ne saurais pas vous donner de date, dans le sens où c'est un sujet qui est en cours de réflexion, qui n'est pas prévu à une date précise pour une nouvelle version précise. Maintenant, ça fait partie des choses sur lesquelles on est déjà en train de réfléchir et de travailler pour voir comment on pourrait faire ça, quelle forme ça prendrait, avec quel niveau de précision, sans que ça devienne un logiciel d'édition 3D très complexe, parce qu'il faut que ça reste assez direct et simple et ergonomique. Donc voilà, on est en train de réfléchir à tout ça. C'est tout ce que je peux dire, en tout cas pour l'instant. Tout à fait. Pour compléter l'idée, c'est un peu notre Oui. maître mot depuis le début, hein. C'est si on sort quelque chose, ça doit vraiment répondre, pardon, aux standards de qualité qu'on se fixe déjà nous-mêmes. Et Mm. pour toutes les bonnes raisons qu'a cité Yannick, l'ergonomie, la prise en main, voilà, c'est important d'arriver à quelque chose qui est fonctionnel et facile à prendre en main. Cette demande est effectivement pertinente et revient beaucoup, mais elle est complexe à développer. Donc c'est effectivement dans notre roadmap. Nos équipes produits y pensent régulièrement. Euh, Ça sortira, mais voilà, on travaille activement dessus pour avoir le niveau de qualité adéquat en tout cas. Mm. Deuxième question, à quand la réalité augmentée, en plus de la réalité virtuelle qui est déjà présente dans VTS Editor? Eh bien, bonne question. Ça fait aussi partie des chantiers qu'on explore, sur lesquels en tout cas on fait de la R&D, on teste des choses. Pour l'instant, il n'y a rien en tout cas pas dans cette version, de choses liées à la réalité augmentée directement dans VTS ou dans VTS Editor. Ça fait partie voilà, des chantiers qu'on explore. Il n'y a pas même principe que la réponse d'avant. En fait, je pense qu'il n'y a pas de version précise où le janvier 2023 on sort quelque chose. Il n'y a rien de défini à ce niveau-là. Mais en tout cas, on explore. On voit ce qu'on peut faire avec. Super. Dernière question a priori, est-ce que les raccourcis existent quelque part sous forme de liste exhaustive avec tous les raccourcis? Oui, dans la documentation donc à laquelle vous avez accès, par exemple ici, paramètres généraux, vous avez un lien vers la doc. Il y a aussi un lien vers la documentation dans la page d'accueil ici à gauche. Dans cette documentation, il y a la section VTS Editor. Alors là, je partage que la fenêtre Editor, donc vous ne le verrez pas, mais il y a une section VTS Editor et dans divers vers la fin, il y a une section tous les raccourcis. Ou sinon, dans le champ texte, dans le champ recherche, vous pouvez chercher raccourcis et ça devrait vous sortir la page qui liste tous les raccourcis. Il y en a un peu plus d'une centaine.
Il manque, je pense, les quelques nouveaux raccourcis de cette version, justement, comme je disais tout à l'heure. On est en train d'agrémenter la doc, mais ça va arriver sous peu. Est-ce que le poids des médias peut être affiché et conseillé afin d'optimiser les temps de chargement, par exemple? Alors, le poids des médias est affiché dans le gestionnaire des médias. Ici, dans la taille, on a la taille, on a la résolution des images, donc le nombre de pixels, mais on a aussi le poids de chaque média, le son ou l'image, ici en kilooctets ou en mégaoctets. Et normalement, alors il me semble, je ne l'ai plus fait depuis longtemps, mais il me semble qu'il y a un avertissement qui s'affiche quand un média dépasse une certaine taille. C'est peut-être que à l'import, je ne sais plus. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait enfin, que je n'ai pas eu ce problème-là avec des médias. Il me semble que quand on importe une vidéo ou un son qui fait un peu plus de quelques mégas, il y a un avertissement au moment de l'import qui Oui, s'affiche. oui, oui, tout à fait. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait d'autres avertissements pour l'instant, mais ça fait partie des nombreuses améliorations ergonomiques qu'on pourrait rajouter petit à petit, effectivement. Tout à fait, mais je confirme en tout cas lorsqu'on importe un média, Ouais, on a ce message qui nous indique si c'est trop lourd. Et de même d'ailleurs, si on met trop de personnages dans une scène, euh, oui, ça fait partie des améliorations qui sont arrivées avec la 5.0, si je dis pas de bêtises, ouais. et qui sont toujours d'actualité, ouais, en effet. Question de la même personne, bonjour Émilie. Pourra-t-on calmer un peu les comportements des personnages qui sont parfois un peu agités? Alors, une manière très simple de se passer des... Alors ça, vous parlez, je pense, des animations émotives, ce qu'on appelle les animations émotives. C'est quand les personnages, en particulier quand ils ont une émotion qui leur est appliquée, joie niveau 1, niveau 2, colère niveau 2, etc., vont avoir un jeu d'animation corporelle différent qui s'adapte à l'émotion et qui peut effectivement, dans certains cas, paraître un peu plus agité que ce qu'on voudrait. Une manière très simple de se passer de ça, c'est de désactiver cette option dans les paramètres généraux du projet, de dire ne pas appliquer les animations émotives, donc off sur cette option. Ça va désactiver complètement les animations corporelles liées aux émotions, c'est-à-dire que ça va conserver uniquement les animations de l'état neutre, c'est-à-dire les animations par défaut qu'un personnage a de base. Voilà, donc ça peut déjà régler si en tout cas c'est un problème pour vous, ça peut régler la majorité, enfin 90% du problème. Par contre, s'il s'agit de conserver les animations spécifiques aux émotions, pour l'instant, on n'a pas de système pour réduire l'amplitude des mouvements ou d'avoir des jeux d'animation un peu plus soft. Voilà, pour l'instant, c'est l'un ou l'autre. C'est soit les animations émotives sont appliquées, soit elles ne le sont pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est un point qui est, vous n'êtes pas la première personne à le remonter. Donc, c'est bien noté et ça fait partie des chantiers qu'on veut explorer, mais on priorise et donc on fait, c'est à travailler dans une prochaine version. Y aura-t-il des décors destinés au pôle beauté, coiffure esthétique? Ça, je peux répondre. Alors, il y a de nombreux. Mhm. Bonjour Marie, il y a de nombreux décors qui ont été ajoutés pour cette version 6 points dans VTS Editor, donc je vous invite à les explorer. Si toutefois vous n'en voyez pas qui répondent spécifiquement à votre besoin, sentez-vous libre d'en parler à votre Customer Success Manager, Cindy ou Shams. Et on sera ravi de le prioriser en fait dans les décors qu'on souhaite mettre à disposition sur VTS Editor. On a un flux régulier de nouveaux décors qui vont arriver. Et on essaye de baser ces nouvelles créations sur des demandes concrètes de nos clients, tant qu'à faire. Voilà, donc dans un premier temps, avec la 6 points donc, qui est disponible depuis hier, je vous invite à mettre à jour, vérifier s'il y a quelque chose qui peut répondre à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, faites-nous en part et c'est quelque chose dont on peut mettre en place assez rapidement. C'est quoi VT-Stack? Eh ben, je suis très heureux de lire cette question. VT-Stack, bonjour Jean-Michel au passage. VT-Stack est la nouvelle plateforme qu'on a lancée, dont on est très fier, qui est une plateforme de ressources et d'outils qu'on met gratuitement à la disposition des utilisateurs de VTS Editor. On prévoit un webinaire en début mai. On lance l'invitation là dans les jours prochains pour vous onboarder sur la plateforme, mais entre-temps, vous trouvez sur cette plateforme ce qu'on va appeler des extraits de graphes. Donc ce sont des extraits de graphes VTS qui permettent de gamifier vos scénarios. On est arrivé avec 13 graphes préconstruits que vous pourrez utiliser au sein de vos scénarios pour différents types de gamification, et c'est quelque chose qu'on va alimenter tous les mois. Vous avez des éléments de design, donc ce sont tout simplement des cadres, des badges que vous pouvez inclure dans vos scénarios pour les rendre peut-être plus esthétiques et pas simplement utiliser les zones cliquables avec des fonds pleins.
avec une couleur pleine. On a une banque de sons qui est libre de droit et qui est à votre disposition, dans laquelle vous pourrez piocher allègrement pour rendre vos scénarios plus immersifs encore, et des supports d'aide à la conception. Donc on a pour le moment un fichier Excel actionnable de notre méthodologie en 9 étapes de conception pédagogique. Très très rapidement, dans les jours à venir, on va mettre à disposition un fichier de bonnes pratiques pour la vocalisation studio de vos scénarios. Et puis voilà, donc la plateforme sera régulièrement alimentée, elle est gratuite, elle le restera. Pareil, on récolte vos besoins, vos avis pour l'alimenter, que ce soit pour le son, le design, les extraits de graphes ou les supports d'aide à la conception. Ça a vraiment été pensé dans ce sens. Mais un webinaire arrive très bientôt qui vous onboardera davantage et vous présentera tout ça. C'est dommage pour la réalité augmentée. Effectivement, ouais, comme l'a dit Yannick juste avant, ce sont des choix. On a une roadmap qui est très riche et j'entends que c'est quelque chose qui est demandé depuis longtemps, mais c'est une question de priorisation. En tout cas, oui, la réalité augmentée, on en parle et on y pense. A-t-on ou aura-t-on la possibilité d'exporter le projet en mind mapping pour conserver l'image de structure complète du projet et ou par scène bloc? Bonjour Sylvie. Ce n'est en tout cas pas possible pour l'instant, pas plus que faire un screenshot une capture d'écran de ce qu'on voit à l'écran. Alors pour l'instant, c'est un truc qui est revenu quelques fois déjà. On y a déjà pas mal réfléchi. Pour l'instant, ce n'est pas fait parce que disons que le type d'export est assez compliqué à définir. Disons que si on exporte le graphe, une des problématiques qui nous arrête en fait dans ces réflexions quand on y pense, ça va être de se dire, par exemple, exporter en PDF, on voit le graphe, mais si on ne peut pas rentrer dans les blocs pour voir les détails, c'est un peu compliqué. Ou alors ça veut dire qu'il faut commencer à coder entre guillemets un PDF un peu complexe où on a le graphe en grand, la possibilité d'ouvrir les blocs qui ouvre une autre page, un bouton retour pour revenir sur le graphe, etc. Ça peut devenir assez complexe. Donc pour l'instant, on y a réfléchi, on continue à y penser de temps en temps, mais en tout cas, ce n'est pas prévu c'est pas dans cette release-là et c'est pas prévu en tout cas dans la prochaine. Maintenant, on est à l'abri de rien, hein. Ça peut venir, à un moment. Voilà. Mais c'est bien identifié en tout cas, si c'est ça la réponse simple à la question. Super. Il sera intéressant plus tard de faire tenir un téléphone, carnet de notes ou différents objets au personnage. Alors, pour ce qui est de faire tenir un objet spécifique, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien de générique dans VTS Editor qui permet de le faire directement. Par contre, en tant que création sur mesure, vous savez que dans les personnages, ça c'est les personnages qu'on fournit nous par défaut, mais il y a de nombreux qui sont soit disponibles par défaut dans l'application, soit achetables avec des crédits, mais on a aussi la possibilité de faire des créations sur mesure. Et dans les créations sur mesure, on peut tout à fait définir un personnage qui tient un téléphone dans la main. Donc par exemple, la scène commence, le personnage a un téléphone, il est animé avec son téléphone près de l'oreille, et le personnage se présente comme ça. On peut imaginer des cas similaires avec un bloc-notes, un stylo, des choses comme ça. Maintenant, donc ça, ce serait des personnages spécifiques. Maintenant, il y a des limites à ça, dans le sens où un stylo dans la main, oui, mais si le stylo doit commencer à écrire sur une feuille sur un bureau, ça devient plus compliqué, parce qu'il faut commencer à caler le personnage par rapport au bureau, qu'il soit bien en face de la feuille, qu'il n'écrive pas à côté, etc. Enfin, ça génère plein de questionnements existentiels sur la manière de développer en tout cas ces fonctionnalités et comment ça doit marcher comment ça doit s'utiliser en tant que concepteur. Pour résumer, c'est un sujet qui est bien noté, auquel on a réfléchi déjà un peu. Il y a des possibilités avec des personnages spécifiques de faire des choses simples, un téléphone dans la main ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous adresser à votre contact à Sales Factory si vous êtes intéressé par ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et sinon, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Pour élargir un tout petit peu la réflexion, on a un sujet de R&D justement et de réflexion sur, de manière générale, les interactions des personnages avec le décor. Donc quand on dit interaction, c'est interaction des personnages entre eux, par exemple deux personnages qui se serrent la main,
et interaction des personnages avec le décor. Donc, par exemple, je ramasse un mug sur le bureau et je bois. Ou je dépose un papier sur un bureau, ou je tape sur mon clavier qui est devant moi. Voilà, tout ça, c'est le genre de choses où c'est pas juste le personnage qui agit avec lui-même, c'est une interaction avec autre chose. Et voilà, ça nécessite de bien designer ça pour que ce soit facile à utiliser, ergonomique et utile. Y a-t-il un moyen à partir d'un VTP de retrouver le VTS? Je pense que la question voulait dire l'inverse, parce qu'à partir du VTP, il suffit de le republier. Par contre, à partir du VTS, de retrouver le VTP, c'est possible en nous demandant. Et c'est quelque chose qu'on fait gratuitement. Donc, enfin, c'est pas une prestation particulière. Donc, oui, c'est possible. C'est pas inclus directement dans VTS Editor parce que c'est quand même une opération un tout petit peu subtile et qui a quelques désavantages dans le sens où ça ne récupérera pas tout. C'est-à-dire que si dans votre projet VTS Editor il y avait des médias qui n'étaient pas utilisés, mais que vous le comptiez utiliser plus tard, ces médias n'auront pas été exportés dans votre package CORM ou dans votre fichier VTS. Donc ils ne pourront pas être retrouvés dans l'autre sens. De la même manière, les médias pourront avoir été un peu dégradés au moment de l'export. C'est-à-dire que si vous exportez pour le web ou que certains médias ne sont utilisés que dans un cadre où ils sont affichés en tout petit, ces médias vont avoir une taille réduite au moment de l'export. Sauf que dans votre projet, ils étaient plus grands. Vous vouliez peut-être les utiliser plus grands plus tard. Donc quand vous récupérerez votre projet VTS Editor créé à partir du fichier exporté, du projet exporté, on ne pourra pas régénérer les médias en plus grands. Voilà, donc ça a des limites, mais c'est faisable en nous contactant, soit au support si vous avez besoin, soit directement avec votre contact à Service Factory. Ultime Voilà. question, je pense. Peut-on imaginer de nouvelles animations du personnage, comme par exemple pointer du doigt sur un tableau, pointer du doigt un tableau, pardon, ou une zone spécifique? Je ne crois pas qu'il ait d'animation pointée du doigt pour l'instant. Ça fait partie des animations qu'on souhaite ajouter en spécifique, enfin dans la liste des animations qu'on veut rajouter dans le bloc animation pour l'enrichir, d'avoir des animations effectivement de pointer là, etc. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais ça fait partie encore des moultes idées d'évolution possible. Je me permets une petite précision par rapport au point d'avant, la récupération du projet VTS Editor avec le projet exporté. C'est quelque chose, le fait que ce soit simple à faire est quelque chose d'assez récent. C'est pour ça que, enfin simple à faire, c'est une façon de parler, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste un bouton, mais c'est pas 15 jours de travail pour tout refaire, c'est ça que je veux dire. Et donc c'est pour ça que ça devient ouvert si vous en avez besoin, si vous avez perdu vos projets par exemple, vous avez vos projets exportés, vous pouvez nous demander pour les récupérer. Ça devient quelque chose de faisable. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup Yannick pour tout ça et de nous avoir présenté cette belle version. On espère que ça vous a plu. Si vous avez bien sûr d'autres questions, vous pouvez nous contacter à tout moment. On sera ravis d'y répondre. Et puis, vous avez de nos nouvelles prochainement au sujet donc, du webinaire VTStack hein, qui permettra de vous onboarder sur la plateforme. Mais en attendant, elle est disponible sur vtstack.cirrusfactory.com en libre accès. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et puis on vous souhaite une très très belle journée et on vous dit à très bientôt. Yannick, tu as beaucoup de félicitations sur ta présentation et de remerciements. Merci beaucoup, oui, je vais voir ça. Très Mais bonne merci journée à à vous toutes et à aussi tous. Ouais. pour vos retours et d'utiliser VTSeditor dans vos projets. Ça fait plaisir. Très belle journée à tous et à très Bonne bientôt. journée. À bientôt. Au revoir.